Alors, nous sommes en train de compter des soins infirmiers ou des comportements du processus de soins infirmiers et les soins obstétricaux, comment ils doivent être gérés. En fait, ça c'est le 4e chapitre, on parle de l'infirmier et de la santé de la reproduction. Dans ce chapitre, on va voir quelques éléments en rapport avec le processus de gestion de soins infirmiers et obstétricaux. Ceci est décrit comme un système de soins méthodique et scientifique. Les soins infirmiers et la santé de la reproduction, ils sont décrits comme étant un système de soins méthodique. On doit suivre les méthodes et on doit se baser sur la science et scientifique, qui permet aux infirmiers de fournir aux femmes de soins complets et individualisés. Chaque femme, c'est un cas unique, ça mérite d'être traité d'une façon unique, mais aussi n'est pas oublié, n'est pas considéré comme si une femme n'a pas le risque par rapport à l'autre, parmi les principes qu'on venait de voir. Il s'inspire du processus de soins infirmiers qui date du début des années 70. Alors, c'est à partir de là. Alors, ce processus de gestion de soins infirmiers obstétricaux comporte les étapes distinctes. Première étape, c'est un système organisé. Les soins infirmiers et les soins obstétricaux, c'est un système bien organisé, qui est cyclique et volontaire, axé sur le problème, qui poursuit des objectifs précis. En tout cas, ça, ce sont les étapes qui comportent le processus de gestion de soins infirmiers obstétricaux. Ceci peut être enrichi en tout temps de nouvelles informations. Il peut y avoir une nouvelle information, par exemple, nous sommes dans un contexte où on parle de Covid-19. Alors, la Covid-19 peut être aussi vue autrement, dans le sens, c'est comme j'étais en train de lire, de suivre récemment, on est en train de dire que les matières fécales sont en train de protéger les enfants, les bébés, contre une autre maladie, une infection. Donc, il faut prendre les matières fécales, on fait des mélanges avec le lait maternel et on donne à l'enfant pour que l'enfant produise des anticorps capables de les sécuriser. Donc, renforcer aussi l'immunité. Vous voyez? Donc, ça peut être enrichi. Alors, quelles sont les étapes du processus de gestion? Le processus de gestion de soins obstétricaux et l'utilisation du parthogramme constitue en eux deux un seul processus cyclique qui aborde la question de soins obstétricaux périnatales en 6 étapes distinctes. On va le voir. Le processus de gestion de soins obstétricaux et l'utilisation du parthogramme constitue un processus. C'est un processus parce qu'avec le parthogramme, on commence à remplir, on ne termine pas. On remplit au fur et à mesure que la femme est en train d'évoluer. Elle va s'accoucher. Elle est en maternité, on remplit. C'est un cycle. On revient sur les informations. Il y a 6 étapes de gestion du processus de soins obstétricaux. La première étape, c'est la collecte et l'évaluation des données. On commence par collecter l'information et évaluer ces données. Deuxièmement, le diagnostic et la prise de décision. Troisièmement, la planification et la gestion. Quatrièmement, la mise en œuvre. 5, évaluation. 6, établissement d'un dossier. Ce sont là les 6 étapes de gestion du processus de soins obstétricaux. Alors, la collecte, on prend la première étape, la collecte et l'évaluation des données. Elles doivent compter. Donc, on vous demande de compter, comme je venais de parler récemment, de comptage de bruits fétaux ou de fréquences cardiaques des enfants ou fréquences cardiaques pour le bébé. Il faut compter. Vous comptez de 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ainsi de suite. Il faut compter. C'est une anamnèse sérieuse. Un examen détaillé du dossier ou des dossiers précédents du malade. Complété par un examen médical et des études diagnostiques appropriées.
Très important. Le système traditionnel qui consiste à interroger, écouter et observer et sentir présente beaucoup d'avantages, en particulier si l'on veut analyser et synthétiser la somme d'informations recueillies. Ici, le système traditionnel, actuellement, on est en train d'informatiser les choses. On va commencer parfois les rendez-vous des patients, ils doivent le prendre en avance, comme ça se fait ailleurs. Vous devez aller au mois de décembre à la consultation. C'est aujourd'hui que vous décidez, parce que si vous avez un malaise, aujourd'hui vous appelez le médecin, il est indisponible. Il ne peut pas venir vous voir. Alors vous devez prendre rendez-vous à l'avance. Si c'est une urgence, vous le faites signe que c'est une urgence et on vous taxe au-delà de ce que vous avez planifié. C'est très, très important, mais ça mène un peu des dépenses de plus. Nous avons la deuxième étape parlant de diagnostic et la prise en charge. Donc ici, on va parler de l'énoncé d'un diagnostic et la prise en charge. Elle repose essentiellement sur la définition du problème. C'est quoi le problème? Un problème, c'est un écart entre la situation vécue et celle souhaitée. D'un problème actuel, saignement, potentiel grossesse multiple, suspecté douleur abdominale diffuse, qui pourrait être le signe d'un début de travail ou d'une infection de voie urinaire. Alors, vous voyez là, ça se repose sur un problème spécifique. Les problèmes peuvent en outre présenter un caractère de gravité et d'urgence variés. Donc, cela, ce sont les caractéristiques du problème. Alors, une infirmière ne peut prendre une bonne décision qu'après avoir recensé, classifié le problème à la lumière de son expérience et de ses connaissances, ainsi que de son bon sens. Il y a aussi le bon sens qui entre en ligne de compte. C'est bien beau, on a parlé, on a dit quand un enfant vient en état de confusion, vous devez commencer par injecter, faire ceci, faire cela. Mais aussi votre bon sens compte. Vous regardez le malade, est-ce que quand on va le transfuser, il va supporter? S'il ne supporte pas, ça ne sert à rien de le transfuser. Oui. Et ça dépend un peu de votre jugement. Ne pas laisser quelque chose parce que vous dites, oh non, ce sont les médecins qui devaient prendre la décision. Moi, tant qu'infirmier, je laisse. Non. La première question vitale à se poser est celle de savoir si une intervention d'urgence se justifie ou non. On peut avoir les indications pour les interventions, mais est-ce que c'est important? Est-ce que c'est justifié? Ainsi, on passe à la troisième étape qui est celle de planification et gestion, qui consiste à sélectionner les actions prioritaires, décider si les besoins seront satisfaits et les problèmes résolus par des soins obstétricaux où il est préférable de diriger les patients vers un spécialiste ou un autre niveau de santé. Oui, c'est très important. Sélectionner les différentes étapes avec leurs objectifs. Sélectionner les interventions nécessaires et l'évaluation prévue. C'est très important. Alors, l'autre étape, quatrième étape, c'est la mise en œuvre du plan d'intervention. Dans la mise en œuvre du plan d'intervention, il faut agir rapidement, à temps, de façon appropriée, sans prendre de risques. Faire preuve d'efficacité, de compréhension et d'un bon sens moral. Il y a des actes qui se jugent sous votre bon sens. Vous regardez, vous dites non, ici ce n'est pas bon. Je préfère ne pas le faire, je laisse. Les personnes ou la personne qui donne le soin, qu'elle soit, devrait entretenir un dialogue continu avec la femme et sa famille afin de les associer véritablement aux soins et pour que la femme puisse, à son tour, dans la mesure du possible, comprendre ce qui lui arrive. Ce qui lui arrive, ça peut l'amener à comprendre ce qui lui arrive dans le sens que qu'il n'y ait pas de choses qui les surprennent. En tout cas, c'est très, très important. C'est très important. On peut ajouter à cela l'autre étape, l'évaluation des interventions prévues. Si vous avez prévu de faire une intervention, il faut toujours l'évaluer. Vous avez planifié de placer les théobaltes. Évaluer les théobaltes, comment il évolue. Ça sert à vérifier que le plan d'intervention a bien obtenu le résultat
escompté. Il s'agit de se poser des questions suivantes. L'intervention prévue a-t-elle été effectuée? A-t-elle réussi? L'objectif a-t-il été atteint? L'intervention doit être poursuivie ou interrompue ou modifiée. Donc, vous voyez, ce sont des questions qui nous demandent dans les interventions. Alors, on en a besoin parce que on peut revoir une intervention. Est-ce qu'on la poursuit? On continue avec les tombales, par exemple. Est-ce qu'on interrompt parce que la femme a mal réagi? Ou on modifie? C'est important. Tout ça, ça compte dans le cadre de l'évaluation des interventions prévues. Alors, on peut dire que qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion? En conclusion, le processus de gestion de soins obstétricaux possède la particularité de déboucher sur les décisions qui concernent deux personnes simultanément. Vous pouvez imaginer, c'est la mère et l'enfant et son fœtus. Donc, le processus de gestion dans l'ensemble, tel qu'on les parcourt, on est monté, on est descendu, on veut que ça arrive à nous produire les particularités qui doivent déboucher sur des bonnes décisions qui concernent deux personnes, la mère et son fœtus. Alors, il y a quelques questions qu'on peut se poser. En conclusion, on peut dire, quel est le problème suspecté? Qu'est-ce que vous avez suspecté chez la mère pour que vous preniez la décision de le faire suivre les soins? Quels sont les indices qui mettent sur la voie les personnels? Quels sont les indices? Parce qu'il y a des indices, vous pouvez regarder, quand vous regardez un fond utérin, vous voyez qu'il est déjà suffisamment bombé. Hein? Ça peut vous tiquer, vous dites non mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose. Ces soupçons sont-ils confirmés par les éléments de la situation que l'on connaît déjà? Donc ce sont des questions qui peuvent revenir. Les objectifs précis ont-ils été bien définis? Les actions prévues sont-elles les mieux à même d'atteindre les objectifs? Les documentations établies pourraient-elles être utiles pour le soin futur? Rendent-elles compte d'événements passés? Donc on est en train de revoir les éléments dans l'ensemble. Alors on a un problème lié à la qualité de soins obstétricaux. Ce problème se présente sur plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est la détérioration de la qualité de soins obstétricaux qui tient compte de trois facteurs. Le premier facteur, c'est la motivation du personnel. Deuxième facteur, le problème lié à l'organisation de services. Et troisièmement, le facteur économique. Je peux expliquer. En tant que personnel de santé, si vous êtes sage-femme, vous n'êtes pas payé, vous n'allez pas faire le travail avec beaucoup de courage. Si vous êtes en train de travailler, vous avez une femme, mais vous manquez les médicaments, comment vous allez vous organiser? Vous avez un problème d'organisation. Si vous avez, par exemple, les malades qui viennent s'amener à l'hôpital sans ressources, elle n'a rien, même pas un franc. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de cette femme? Alors, c'est compliqué. Alors, quelles sont les solutions? Nous avons quelques solutions aussi qu'on a regroupées en trois. La première solution, les mesures politiques. La politique doit s'adapter à l'amélioration de conditions de vie et en matière de santé au travail. Ça doit vraiment s'améliorer. Deuxième élément comme solution, les mesures concrètes. Il faudrait qu'on puisse avoir des mesures concrètes. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il ne faut pas dire non, on peut commencer d'abord, ensuite on va changer. Non, donner une solution concrète. Et troisièmement, la formation du personnel. Cette formation peut intervenir avant que la personne puisse commencer à travailler ou au cours de son utilisation en tant qu'employé. Alors, en résumé, on peut voir que les stratégies susceptibles de renforcer les capacités des infirmiers à dispenser les soins obstétricaux et d'urgence consistent notamment à quoi? Premier élément, élaborer un plan d'action pour toutes les personnes concernées, en précisant ce qu'il faut faire, qui doit le faire, comment et quand le faire. Ça, c'est la planification. C'est très important. C'est un élément important, il ne faut pas oublier.
Après, ensuite, vous avez définir le programme de soins d'urgence au niveau national. Ça, c'est un problème lié à la politique. Au niveau national, dès qu'on précise les choses, ça va s'arranger au niveau périphérique. L'autre élément, préparer les infirmiers enseignantes à transmettre les compétences nécessaires pour sauver les vies. Surtout les amis de EASI. Vous avez l'obligation de préparer les infirmiers enseignantes. Nous vous donnons un secours. Vous devez être en mesure d'avoir de bonnes actions sur le terrain pour améliorer la compétence de nos amis. Modifier les programmes de formation de base et de formation permanente des infirmiers, si nécessaire. Si on voit que nous avons besoin des infirmiers qui seront capables de commencer à placer les cathéters, on doit modifier le programme. Ce n'est pas mal. Continuer à suivre et évaluer le processus et son incidence sur la mortalité et la morbidité maternelle. C'est très important. Ce sont les éléments qui nous aident. Alors, à côté, vous avez quelques guides de soins obstétricaux. Il faut lire les guides de soins obstétricaux. C'est important. Et l'illustration ici, on a déjà expliqué comment, si ce sont on peut évaluer les soins, comment on peut évaluer l'état de santé des malades et ainsi de suite. On peut voir, pour pouvoir instituer rapidement un traitement, il est nécessaire de reconnaître immédiatement l'affection en cause et d'agir rapidement. Je vous ai dit que le temps n'est pas toujours favorable pour la santé de la mère et de l'enfant. Établir un dialogue avec la patiente et sa famille, le faire parler. Il ne faudrait pas qu'on amène un malade, vous l'abandonnez, vous êtes là en train de parler. Vous sortez seulement pour aller demander de l'argent. Non, non. Vous devez établir un dialogue avec la famille, en train de leur parler. Hein? Il incombe à l'équipe de soignants tout entier de discuter avec les femmes en faisant preuve de respect et de les mettre à l'aise. Il ne faut pas, quand il y a des gens, il y a des femmes qui ne veulent pas qu'on parle de leurs secrets. Quand ils vous entendent seulement, non, c'est la femme là avec ça, c'est la femme là avec telle, celle du chambre est telle. Pendant que tu es en train de parler, l'autre malade écoute. Ce n'est pas très bien. Ce n'est pas préférable. Donc, nous insistons sur le fait qu'il faut garder, établir le dialogue et respecter les droits des patientes. Toute patiente qui reçoit le soin a le droit d'être informée de son état de santé. Toute femme a le droit d'être écoutée dans un cadre dans lequel elle se sent en confiance. Une patiente ou sa famille, si besoin, doit savoir de l'avancement. Pour quel type d'intervention va-t-il recevoir? Va-t-elle bénéficier? Va-t-elle subir? Et à côté, nous avons même les techniques de communication. Comment on peut communiquer avec ces derniers? Parler calmement, assurer la patiente du caractère que les objectifs de vos soins, la conversation qu'on doit avoir avec le malade, ça doit prendre en compte tous les aspects culturels, religieux, faire preuve du respect des opinions. Le malade dit non, moi je ne préfère pas seulement qu'on me donne tel médicament parce que quand j'avais vu on a donné à mon père à l'époque, ça avait compliqué mon papa et moi. Il faut respecter ses opinions, c'est très important. Il faut lui faire savoir qu'elle est écoutée et comprise. Quand la femme prendre le temps d'écouter, n'est pas quand le malade commence à parler, vous l'arrêtez. Vous l'interrompez parce que vous voulez avancer. Non, vous devez l'écouter. Lorsqu'une patiente doit subir une intervention chirurgicale, lui expliquer la nature de cet acte, le risque qu'elle comporte, l'aider à atténuer son anxiété. C'est très important. À côté, on parle du soutien affectif et psychologique. Les familles ont besoin de soutien, il faut le soutenir, il faut les aider, il faut aller de l'avant avec. Alors, quand il y a des situations d'urgence qui arrivent dans des familles, trop souvent ce sont des situations qui sont très choquantes pour toutes les personnes concernées. Et ceci peut déclencher une série de sentiments qui peuvent avoir des répercussions considérables. Vous allez trouver un papa, il est en train de se promener en route, il ne sait pas ce qu'il est vraiment, qu'est-ce qui lui reste. Il se dit, la vie ici n'a pas de sens.
Donc, c'est très, très important. Alors, les réactions sur le plan affectif et psychologique de la part de la famille, de la femme et du personnel doivent être déjà bien compris. Donc, il faut que vous puissiez être en mesure de voir dans la situation familiale de la patiente, ses relations avec son partenaire. Quelle est l'information que vous pouvez donner brusquement et celle que vous ne pouvez pas donner. Donc, toujours utiliser les techniques de réaction sur le plan affectif et psychologique. C'est très important. Ça va vous aider à résoudre le problème. Alors, la communication et la compassion sont les principaux éléments d'une prise en charge efficace dans ce genre de situation. Il arrive que si vous ne communiquez pas avec la famille, vous allez voir les gens se fâcher. Il faut commencer à passer au couloir, ils sautent, ils disent, mais les infirmiers, ils ne s'occupent pas de nous. Vous devez tranquilliser les gens. Ils doivent comprendre. Non, l'intervention évolue bien, tout se passe bien. Alors, cette information doit être basée sur au moins 3 temps. Sur le moment, écoutez les personnes qui traversent une situation pénible. Il faut les écouter. Si vous ne les écoutez pas, vous allez voir, il y a des gens, par exemple, même dans des situations de deuil, les gens pleurent. Ils sont en train de pleurer, papa, ceci, cela. Après, quand tu viens, tu lui dis non, mais arrête de pleurer. C'est parce que tu n'es pas dans sa situation que tu ne comprends pas. C'est qu'elle est en train de traverser. N'est pas changer des sujets au profit de questions plus faciles ou moins douloureuses à apporter. Non, il faut laisser le malade s'exprimer. Quand ils vont parler, vous faites preuve de compassion. Donnez plus d'informations possibles à la patiente et à la famille sur sa situation. Être honnête, ne pas hésiter à reconnaître ce qu'on ignore. Ce n'est pas mal. Il est important d'entretenir un climat de confiance que d'avoir l'air érudit. Donc vous êtes là, c'est comme si vous maîtrisez les choses, alors qu'en réalité vous ne maîtrisez rien. Ce n'est pas très, très bien. Alors, on communique pour le moment, on communique par la suite. Par la suite, on communique pourquoi? Pour apporter une aide pratique, des informations et un soutien affectif. Et ça se donne à la famille ou même à la femme qui est concernée. Il faut faire preuve de respect à l'égard de croyances et de coutumes qui peuvent s'adapter autant que possible aux besoins des familles. Cela dépend d'une famille à une autre. Il y a des familles où vous retrouvez des croyances qui sont totalement contraires aux vôtres. Vous n'allez pas les critiquer, vous n'allez pas vous moquer d'eux. Vous devez les expliquer, apporter un soutien de votre part. C'est très important. Alors, en conclusion pour le coup, dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on va retenir? L'expérience passée et présente montre que la réduction de la mortalité maternelle suppose la mise en œuvre d'une stratégie nationale. Et cette stratégie nationale vise quoi? Elle vise à mettre en place 3 changements essentiels. Quels sont ces 3 changements essentiels? La première stratégie, un engagement de la société en faveur de la maternité à moindre risque. On en a parlé. À tous les niveaux, la politique devait s'appliquer. Pour garantir cet engagement à long terme, obtenir les ressources nécessaires, il faut associer les communautés et les décideurs à l'analyse régulière, les appeler. Quand il y a les journées scientifiques, quand vous avez les journées d'évaluation, les revues, appelez ces gens-là, qu'ils viennent participer, ils comprennent ce que vous êtes en train de faire. Deuxième stratégie, c'est l'amélioration au niveau de l'accès aux prestations de soins, de santé et de qualité de ces derniers. On doit améliorer la qualité de soins et l'accès. Les gens doivent avoir accès aux soins. Et le but doit être celui de faire en sorte que toutes les femmes enceintes puissent bénéficier des prestations de base. C'est très important. C'est très important. Et la dernière stratégie, stratégie 3, c'est la volonté de satisfaire les besoins particuliers des filles et des femmes tout au long de leur vie. Une attention particulière doit être apportée aux besoins nutritionnels et éducatifs. Il ne faut pas garder les femmes seulement pour la maison. La femme, il faut voir son état, est-ce qu'elle mange? Elle est dans quel état de santé? Il faut la faire éduquer. Il faut la faire éduquer, c'est peut-être trop fort. L'amener à l'école, elle doit étudier, elle doit foncer avec les études. Parce que ça lui permet de prendre de bonnes décisions.
Ainsi, vous allez voir que, quels que soient les moments, elle va commencer à utiliser les services de santé en favorisant tous les niveaux, un sentiment de solidarité avec les femmes, en particulier pendant les périodes vulnérables. Parce qu'il y a beaucoup d'étapes dans la vie, mais quand la femme se retrouve à l'étape de la grossesse, que c'est pour elle la grossesse ou l'accouchement, que ce soit la grossesse ou l'accouchement, elle a besoin de la volonté de satisfaction de la part du personnel qui l'accompagne. Alors, ainsi dit, nous sommes arrivés à la fin de notre cours jeudi et je vous remercie.